Alors que l'épidémie de variole du singe progresse, l'OMS avertit qu'il n'y a pas de vaccin pour tout le monde. Les personnes à risque seront prioritaires. La Russie a une nouvelle fois baissé ses livraisons de gaz en Europe. Berlin accuse Moscou d'utiliser l'énergie comme arme politique. En Irak, des partisans de l'influent leader chiite Moqtada al-Sadr ont investi le Parlement. Le pays est dans une impasse politique depuis 10 mois. Alors que l'épidémie de variole du singe progresse, l'OMS avertit qu'il n'y a pas de vaccin pour tout le monde. L'organisation recommande donc de donner la priorité à ceux qui sont le plus à risque, comme les personnes ayant plusieurs partenaires sexuels et ceux qui soignent la maladie ou font de la recherche. Cette épidémie peut être stoppée si les pays, les communautés et les individus s'informent, prennent les risques au sérieux et adoptent les mesures nécessaires pour arrêter la transmission et protéger les groupes vulnérables. Actuellement, un seul vaccin antivariolitique a été approuvé par l'Union européenne contre la variole du singe. Mais la disponibilité de ce vaccin, produit par le laboratoire danois Bavarian Nordic, n'est pas immédiate. La plupart des 16 millions de doses sont en vrac et il faudra plusieurs mois pour qu'elles soient disponibles dans des fioles prêtes à l'usage. La vaccination s'effectue avec 2 doses, espacées d'au moins 28 jours. Pour les personnes vaccinées contre la variole dans leur enfance, une dose suffit. Mais pour les immunodéprimés, une 3e dose est conseillée. Selon l'Institut Pasteur, ce vaccin serait efficace à 85% contre le virus. En dehors des zones endémiques en Afrique, plus de 18 000 cas de variole du singe ont été détectés dans le monde depuis début mai. 70% des cas sont concentrés en Europe. L'Allemagne accuse la Russie d'utiliser le gaz comme arme économique et politique. Cette déclaration intervient alors que l'entreprise russe Gazprom a baissé mercredi à près de 20% les capacités du gazoduc Nord Stream 1. Le géant russe invoque une opération de maintenance sur une turbine. Mais selon Berlin, il s'agit d'un jeu de pouvoir et d'une réduction qui n'a pas de cause technique. La turbine est bien là, elle a été entretenue. Nos partenaires canadiens ont accepté de la livrer. Nous leur en sommes très reconnaissants. Donc, de notre point de vue, rien ne s'oppose au transport de la turbine vers la Russie. Ce que nous voyons ici est en réalité un jeu de pouvoir et nous ne nous laisserons pas impressionner par cela. De son côté, le Kremlin explique la réduction des livraisons par les sanctions occidentales prises contre la Russie qui, selon Moscou, compliquent les travaux. Mais beaucoup s'accordent à dire que la crise énergétique actuelle a une portée plus large. Est-ce qu'il y a ici une volonté stratégique de la part de Gazprom et des autorités russes de réduire les approvisionnements en gaz et d'utiliser le secteur de l'énergie comme un moyen de pression ? Ma réponse est oui. Il y a très certainement une décision politique derrière tout ça. Parce que nous ne sommes pas dans une situation habituelle. Nous sommes dans un contexte de conflit à grande échelle qui oppose des pays. C'est une confrontation entre l'Occident collectif et la Russie, et tout le monde est conscient de ça. Mardi, les 27 pays membres de l'Union européenne se sont mis d'accord sur un plan prévoyant de réduire de 15% leur demande en gaz naturel d'ici mars 2023. L'objectif est de prévenir les risques de pénurie. Depuis l'élection d'octobre dernier, l'impasse politique est totale en Irak. Des partisans de l'influent leader chiite Moqtada al-Sadr ont investi mercredi le Parlement en pénétrant dans la zone abritant les institutions gouvernementales. Les manifestants dénoncent la candidature au poste de Premier ministre de Mohamed Shia al-Soudani, candidat des factions chiites pro-Iran. Depuis 20 ans, nous avons les mêmes visages au pouvoir. Il y a 2 ans, nous avons organisé des manifestations et il y a eu des martyrs. Et maintenant, les mêmes visages sont encore là. On ne veut pas d'al-Soudani ni personne de son camp. Le bloc d'al-Sadr était sorti des élections d'octobre comme la première force politique, mais il était loin d'avoir la majorité au Parlement. Connu pour ses coups d'éclat, Moqtada al-Sadr a laissé à ses adversaires la tâche de former un gouvernement, faisant démissionner en juin ses 73 députés. Le leader de 47 ans
rappelle régulièrement à ses adversaires qu'il continue de jouir d'une assise populaire dans la rue. Depuis 10 mois, l'Irak est dans une impasse politique. Le pays attend non seulement la nomination d'un nouveau Premier ministre, mais aussi d'un président. Ce poste revient traditionnellement à une personne de la communauté kurde. Mais sur ce dossier aussi, il y a blocage. Les deux grands partis kurdes historiques n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un candidat. Nouvel avertissement de la Corée du Nord. Kim Jong-un a déclaré que son pays était prêt à déployer sa force de dissuasion nucléaire en cas d'affrontement militaire futur avec les États-Unis et la Corée du Sud. Selon l'agence officielle nord-coréenne, il s'est exprimé devant des anciens combattants en marge des commémorations de l'armistice de la guerre de Corée. Kim Jong-un a également critiqué le nouveau président conservateur sud-coréen qui a pris ses fonctions en mai et a promis de se montrer plus ferme à l'égard de son voisin du Nord. En juin, les États-Unis et la Corée du Sud avaient menacé d'une riposte rapide avec plus de sanctions et même une révision de la posture militaire américaine en cas d'un nouvel essai nucléaire de la Corée du Nord. La sécheresse frappe l'Andalousie, le climat devient de plus en plus aride dans cette région d'Espagne. Selon des experts, certaines localités connaissent déjà des conditions similaires à celles des zones désertiques d'Afrique du Nord. Des producteurs d'olives comme Felipe et Elvira sont durement touchés. Cette année, je vais perdre 80% de la production. Un olivier de cette taille a besoin d'au moins 4 à 5 litres d'eau par jour pour être bien, et il ne les a pas. Trois vagues de chaleur exceptionnelles en moins de 3 mois ont affaibli les cultures qui souffraient déjà après un hiver anormalement sec. On voit aussi les températures changer. Lorsque nous avons une vague de chaleur, nous passons à 42 ou 43 degrés pendant 10 jours. Le stress hydrique est alors beaucoup plus marqué pour l'olivier. Pour l'instant, les agriculteurs survivent grâce aux quelques parcelles irriguées dont ils disposent, mais cette option n'est pas viable. Selon Rosario Jiménez, professeur d'hydrologie à l'université de Rennes, les réserves hydrologiques des réservoirs andalous sont au plus bas. Nous sommes déjà en dessous des 30% dans beaucoup de réservoirs. C'est une moyenne, mais certains sont pratiquement à sec. Ils n'ont pas d'eau du tout et ils sont déjà passés sous la barre des 10%. Ici à la Viñuela, dans la province de Malaga, ces pédalos de plastique semblent devenus des vestiges d'un autre temps. Cette réserve a été construite il y a 40 ans pour fournir de l'eau potable aux villageois et aux agriculteurs. S'il continue à ne pas pleuvoir cet automne et cet hiver, ni au printemps 2023, je pense qu'à la fin de l'été prochain, il n'y aura presque plus d'eau. Selon les Nations Unies, les vagues de chaleur comme celles que connaît actuellement l'Europe sont appelées à devenir plus fréquentes à cause du changement climatique. À 2 pas de l'Italie et de la Slovénie, Motovun en Croatie accueille chaque année un festival de cinéma aussi charmant qu'exigeant. Depuis 50 ans, Motovun se transforme en cinéma à ciel ouvert sur les places du village et se veut un petit festival en tout, sauf dans ses ambitions et sa qualité. Il est d'ailleurs devenu l'un des festivals de cinéma les plus connus d'Europe du Sud-Est. Nous voulons offrir aux gens une magie cinématographique pendant ces 5 jours qui leur permettra de faire une pause et de se détendre. Je pense que nous en avons tous vraiment besoin cette année et c'est l'idée avec laquelle nous avons en fait élaboré le programme. Cette année, nous avons un mélange de comédies très farfelues, des films politiques qui soulignent certains des messages que nous voulons transmettre, mais aussi beaucoup de films musicaux et tout un programme de films de Suède représentant 100 ans de leur cinématographie. Un festival pour tous donc qui met en avant des films indépendants ou venant de cinématographie éloignée ou méconnue. Plus d'une centaine de films courts et longs sont projetés en 5 jours. Et c'est le film de Panar Panahi, Hit the Road, projeté à Cannes cette année et récompensé dans de nombreux festivals européens et internationaux, qui a ouvert ce mardi le festival. Panar Panahi est le fils de Jafar Panahi, l'un des plus grands cinéastes iraniens et actuellement emprisonné dans son pays. Le Motovun Film Festival se termine le samedi 30 juillet.
همش دروغ.